toutes et à tous et bienvenue à ce NEC Montpellier Métropole pour cette première table ronde intitulée La chaîne de valeur de l'inclusion numérique entre stratégie, diversité et réalité du terrain, pour lesquels on reçoit ce matin 5 intervenants, vous allez le voir, assez différents les uns des autres, mais je le crois assez complémentaires également les uns des autres. Moi, je suis François Huguet, je suis rapporteur des événements numériques en commun et j'ai l'agréable tâche d'animer cette première table ronde du NEC Montpellier Métropole. On est en direct sur YouTube, donc n'hésitez pas à poser des questions. Ces questions me seront relayées et je pourrai les adresser directement à l'une ou à l'un d'intervenants de votre choix. Donc n'hésitez pas à adresser vos questions dans le chat et elles nous seront relayées. Alors, la chaîne de valeur de l'inclusion numérique, cette formule est apparue assez récemment et elle est assez intéressante puisqu'elle définit assez bien ce qu'est la médiation numérique. On aurait tendance, à la faveur de la crise qu'on traverse encore à l'heure actuelle, de mettre la focale uniquement sur les publics en difficulté avec le numérique. Ces publics qu'on essaye d'accompagner depuis 2018 avec la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Mais moi, j'ai tendance à croire, comme beaucoup de chercheurs et beaucoup de personnes autour de cette table, je crois aujourd'hui, que ce n'est pas uniquement 13 millions de Français qui sont en difficulté avec le numérique, c'est l'ensemble de la population française qui peut, à un moment donné ou à un autre, se retrouver en difficulté avec le numérique. Et cette question n'est pas prête d'être résolue, puisque la technologie continue d'avancer et on est, je crois, en retard, si on peut parler de retard, en permanence sur des nouvelles formes de technologie, sur des nouvelles formes d'interaction et d'interface qu'elle nous propose. Donc la question de se former aux usages du numérique n'est pas prête de disparaître. Et elle concerne un public beaucoup plus large qu'uniquement les personnes en difficulté, les seniors, les publics en fragilité, etc. Donc on va, à travers cette table ronde, remonter cette chaîne de valeur de publics en difficulté avec, on va le voir avec nos deux premiers intervenants, jusqu'à des personnes qui sont des collaborateurs d'entreprise qui sont également impactés par cette question d'apprentissage des usages du numérique. Donc notre premier invité est Monsieur Bellandouz, directeur du CCAS de la ville de Montpellier. Et voilà, l'idée c'était de remonter petit à petit et M. Bellandouz va nous présenter un peu de quelle manière sa structure a été impactée par la crise et surtout quelle transformation il y a eu dans les postures d'accompagnement que peut proposer un CCAS à l'heure actuelle. Monsieur Bellandouz, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Peut-être commencer, si vous permettez, par un petit rappel de contexte par rapport à vos propos introductifs. Le numérique est partout aujourd'hui, pour se déplacer, pour consommer, pour voyager, pour les démarches administratives. Et pour autant, aujourd'hui, 37% des Français estiment que les démarches, notamment administratives, sont de plus en plus complexes. Si on ramène cette question sur notre territoire métropolitain, on estime à peu près à 155 000 personnes qui, clairement, indiquent ne pas être à l'aise avec le numérique. Ce constat nous engage, nous, en tant qu'acteurs publics, à veiller à deux principes fondamentaux. Parce qu'on va évoquer le numérique, mais pour nous, en tant qu'acteurs publics, on va évoquer un peu plus une politique d'aménagement numérique du territoire qui doit veiller, pour moi, à deux principes. Le premier principe, c'est l'égalité d'accès. L'égalité d'accès, on pourra en parler tout à l'heure avec mon collègue du département, doit nous imposer de travailler en cohérence, en synergie, en tant qu'acteur institutionnel, de travailler avec le département dans le cadre de son plan numérique, avec la région, avec l'État, dans le cadre des maisons France Service Public par exemple, et nous encourage à définir nos communs et notamment à déployer peut-être des contrats territoriaux de numérique inclusif. Ça c'est le premier point, parce qu'on va travailler sur l'égalité. Les zones blanches, en secteur rural, dans les quartiers politiques de la ville par exemple. Le deuxième élément qui est fondamental sur le numérique inclusif, c'est l'équité dans l'accès. Ce n'est pas parce qu'on a permis l'accessibilité à Internet ou à des outils que l'on va veiller à ce que l'ensemble de la population, et c'est important, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que l'ensemble de la population puisse accéder à ces différents outils. Et travailler sur l'équité, nous avons choisi, nous, d'utiliser ce qu'on appelle la conception universelle, c'est-à-dire qu'on va viser des publics ou des territoires fragilisés, des publics seniors, des moins jeunes, des personnes en insertion professionnelle, pour essayer de réaliser du design public et créer des outils qui vont leur faciliter à eux leur quotidien, mais
qui, par la facilité, la simplification, vont permettre à l'ensemble de la population de pouvoir se les approprier. Ça, ce sont deux éléments fondamentaux, l'égalité dans l'accès et l'équité d'accès. Le dernier élément qui nous concerne plus particulièrement, et notamment dans le champ de l'action sociale, nous a amené à très rapidement changer de posture aussi, et de voir le numérique comme un outil facilitant, mais aussi de veiller à ce que cet outil facilitant ne soit pas un outil excluant. On le dit souvent, une bonne partie de la population n'accède pas à un certain nombre de droits, s'en éloigne, et pour autant, nous avons aussi une augmentation de l'appropriation d'Internet. Donc il y a cette dichotomie où à la fois nous avons de plus en plus de la population est de plus en plus équipée, mais on se rend compte que, et je l'ai dit en introduction, 37% des Français estiment que les démarches sont complexes. Donc nous devons veiller aussi à accompagner un changement dans nos postures professionnelles, dans le champ social, et c'est tout le travail qui nous a amené justement à modifier nos postures. À savoir, nous avons des travailleurs sociaux qui ont été formés au numérique, car on estime que pour accompagner les usagers, les citoyens vers leurs droits, il faut nous-mêmes maîtriser l'ensemble de la sphère numérique. Et cet élément a été fondamental, c'est ce qui nous a mené à créer un espace, le Centre d'expérimentation et d'innovation sociale, qui nous a permis non seulement de former nos travailleurs sociaux qui sont en première ligne, mais aussi d'envisager des pratiques professionnelles nouvelles dans des champs réservés plus particulièrement à la santé, à la gestion budgétaire, à l'insertion sociale et professionnelle. Donc nous avons essayé d'armer nos travailleurs sociaux, nous avons essayé aussi de changer notre vision de la politique sociale, mais nous l'avons intégré et inscrit dans une démarche, et vous l'avez indiqué tout à l'heure, une démarche de chaîne d'acteurs. Il était important pour nous de pouvoir, à chaque étape d'amélioration ou de maîtrise du numérique vis-à-vis de nos usagers, de pouvoir passer le relais à un certain nombre d'acteurs. Alors ce sont à la fois des jeunes en service civique, par exemple, ce sont des conseillers en médiation numérique, pour que le relais, même si nous partons des publics les plus en difficulté, le relais nous permet de toucher un plus grand nombre de la population. Et ça, ce sont trois éléments fondamentaux qui nous permettent de compléter la chaîne des acteurs, mais de veiller encore une fois, et ça j'insiste fortement sur ce point, nous devons à la fois travailler sur l'égalité d'accès et l'équité dans l'accès. Ce sont vraiment deux principes fondamentaux des politiques, notamment d'aménagement du territoire, si on souhaite maintenir un numérique à la fois universel, inconditionnel, mais surtout incarné. Nous allons rentrer, suite aux annonces du président de la République, dans un contexte où nous allons avoir un fort risque d'isolement, et nous allons essayer de maintenir l'ensemble de nos dispositifs, tant par exemple pour les enfants qui malheureusement ne bénéficient pas d'un environnement familial propice au maintien du lien avec l'école par le biais numérique, mais aussi de toutes les populations exclues, par exemple les personnes âgées qui vont s'isoler de plus en plus. Donc il est important pour nous d'utiliser tous les avantages du numérique, mais de veiller justement au risque d'éloignement, au risque de perte de sens, notamment au niveau des valeurs qui doivent encadrer l'usage du numérique. Donc voilà, il y a ce contexte qui nous invite très clairement à avoir une vision d'accompagnement global, d'utiliser le numérique comme outil, mais de veiller très clairement à ne pas tomber dans ces risques de non-recours aux droits et d'éloignement d'une certaine partie de la population. Et oui, effectivement, parce que la question du non-recours au droit a un petit peu explosé. Alors, est-ce qu'il faut parler d'explosion ou d'augmentation? Je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, l'effet qu'ont eu la dématérialisation des démarches administratives a fait en sorte que voilà, un grand nombre de prestations ont diminué en termes d'accès, enfin de nombre de personnes qui les demandaient, ce que vous appelez le non-recours au droit. Mais ce que vous dites me fait penser, alors vous l'avez peut-être un peu, vous l'avez évoqué en filigrane, la question du pas pour nous sans nous, en fait. C'est-à-dire comment on vient penser des services numériques avec des personnes qui sont directement concernées, et de quelle manière on les inclut dans la conception même de ces services. Je pense qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure avec Léa, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont vous pensez les politiques publiques et directement les services, les démarches administratives, avec toujours cette idée, vous me l'avez dit quand on préparait cette table ronde, du pas pour nous sans nous, inclure vraiment, co-construire les services avec les utilisateurs, avec les citoyens.
Alors, vous avez entièrement raison de revenir sur ce point parce qu'il est primordial pour nous et c'est vraiment tout l'état d'esprit qui a guidé la refonte de notre action publique et notamment la création du Centre d'expérimentation et d'innovation sociale. Il était important pour nous d'évoquer très rapidement la notion de design public, c'est-à-dire que lorsqu'on élabore une politique publique, et ça c'est un vœu assez cher aux yeux de notre maire président, d'essayer d'être le plus possible dans la facilitation et l'expression de la maîtrise d'usage. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec ce concept du haut vers le bas et d'essayer d'imposer des outils ou d'essayer de penser des mesures de simplification qui ne prennent pas en compte un certain nombre de vulnérabilités ou de handicaps d'une certaine partie de la population. Donc l'état d'esprit qui a guidé les nombreux dispositifs que nous avons déployés a été constamment de travailler sur la notion de maîtrise d'usage, donc d'associer l'ensemble de la population, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise souvent ce concept de conception universelle. On va essayer de travailler une problématique spécifique, soit un territoire, parce que fragile, soit une population, parce que exclue, mais d'essayer de travailler sur des outils qui vont par la suite pouvoir être déployés sur l'ensemble de la population. Lorsque vous abordez la question de l'électronisme, par exemple, et que vous vous rendez compte qu'effectivement, le numérique, nous sommes toujours sur des pages qui sont très écrites encore, et travailler sur des pictogrammes qui permettent à des personnes qui ne maîtrisent pas la langue de pouvoir quand même maîtriser les usages d'Internet, ben, ça nous permet aussi de déployer des outils de simplification pour des publics, par exemple, seniors. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de partir des besoins et des constats des usagers, de travailler avec eux, d'élaborer avec eux. Et c'est vrai qu'il nous arrive souvent de pouvoir servir de lieu d'expérimentation à des startups, par exemple. C'est important. On a le public, on a les problématiques, il y a souvent les idées. Et ces idées viennent aussi être interpellées par les idées des usagers eux-mêmes. Et je pense que c'est véritablement ce souci que nous avons aujourd'hui, avoir une proximité très importante avec la notion d'usager, mais aussi de citoyen. On part de l'usager pour aller vers le citoyen. Et ce que vous dites me fait penser à l'expérimentation menée par un autre CCAS de la ville d'Amiens qui a beaucoup travaillé sur la question sur le principe plutôt, pas la question, du facile à lire et à comprendre, le FALC. Et je vous invite à regarder un des épisodes de la web-série Hyperlien produite par la mission Société Numérique qui présente bien justement l'approche d'un CCAS par le facile à lire et à comprendre. Merci Monsieur Bellandou. Je passe la parole à Léa Cochard, donc, qui est doctorante en sciences de gestion à l'école de management de Montpellier et qui travaille sur la question de la ville intelligente et sur les problématiques d'inclusion numérique à l'intérieur de cette ville intelligente. J'imagine que justement le pas pour nous sans nous, l'approche centrée usager et surtout l'assistance à maîtrise d'usage, moi je trouve ça très intéressant ce que vous disiez, on a tendance à passer les stratégies d'aménagement numérique du territoire, les stratégies de fabrication de lieux par ce double credo, la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, et on oublie tout le temps l'AMU là-dedans, l'assistance à maîtrise d'usage qui est pourtant fondamentale. Aujourd'hui, on est dans un tiers-lieu ne se conçoit que de cette manière, et unique, enfin pas uniquement, mais en tout cas premièrement par une assistance à maîtrise d'usage, savoir qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses que vous travaillez, ça, Léa Cochard, à l'intérieur de vos travaux? Oui. Alors l'idée, nous, à travers ces recherches sur l'inclusion numérique, il y a plusieurs enjeux, pardon. Et le premier, en effet, c'est déjà de mieux contextualiser l'inclusion numérique, parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne la définit pas forcément. On parle avant tout d'exclusion numérique, comme vous l'avez bien rappelé. Et on parle aussi du phénomène de fracture numérique, qui s'illustre finalement comme une frontière avec d'un côté les inclus face au numérique et de l'autre les exclus. Et on part du principe généralement qu'on appartient soit à l'un des côtés, soit à l'autre de manière très binaire, alors qu'on est sur un phénomène beaucoup plus complexe finalement. Donc l'idée, voilà, c'est de cadrer ça. Alors moi, c'est dans une démarche marketing, mais il y a quand même beaucoup de sociologie. C'est vraiment d'essayer de travailler cette inclusion numérique via une approche très individuelle, à travers la perception de l'individu, de l'usager, du citoyen, du consommateur, et de finalement répondre à cette question, c'est comment nous, chacun à notre échelle, on arrive, sur quels éléments on s'appuie pour s'évaluer inclus ou exclus face au numérique.
Et ça permet justement de sortir de cette pseudo-stigmatisation aujourd'hui qui consiste à traiter uniquement des publics spécifiques, que finalement les parties prenantes considèrent, elles, comme exclues, mais qui ne le sont peut-être pas dans chaque contexte ou chaque situation qu'elles rencontrent. Donc c'est vraiment important pour nous de sortir de cette étude de segments de la population et d'aller sur une approche plus globale, plus universelle de l'inclusion numérique. Et ça permettra aussi après de répondre à des enjeux plus managériaux pour proposer des solutions aux institutions, aux organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et leur offrir peut-être quelques solutions pour proposer des parcours, des services, des offres réellement inclusives et non pas uniquement pour certains publics. Donc ça, c'est vraiment les enjeux qu'on essaye, en tout cas, auxquels on essaye de répondre à travers cette recherche. Et aujourd'hui, après de premières séries d'entretiens, que ce soit auprès justement d'acteurs de la chaîne de valeur de l'inclusion numérique, mais aussi de citoyens eux-mêmes, d'usagers, ce qu'on peut admettre, c'est que l'accessibilité, qui est un prérequis indispensable pour tendre vers l'inclusion numérique, est primordial, mais n'est pas suffisant. Et on le voit bien, d'ailleurs, toutes les actions qui sont mises en place en prenant comme biais l'accessibilité ont des effets, mais ne sont pas suffisantes. Et peut-être sans rentrer dans des grands discours, c'est intéressant justement de revenir sur ces autres dimensions qui participent à l'inclusion numérique. Il y a d'une part aussi l'autonomie. Alors ça paraît logique de parler d'autonomie quand on parle d'inclusion, de se dire il faut que l'usager soit autonome face au numérique. Mais ce qui est intéressant, c'est de définir ce qu'est l'autonomie dans ce contexte-là. On va plus loin finalement que de parler de compétences numériques ou de littératie numérique, qui est aussi énormément employée. L'idée d'autonomie, pour nous, dans ce contexte-là, on est plus presque sur des modalités de la personne, des traits de caractère, de personnalité, qui vont lui permettre finalement de coordonner ses ressources, ses compétences personnelles, aussi les moyens qui sont mis à disposition par tous les acteurs de la chaîne de valeur, par la société en général, et d'arriver au final, en coordonnant l'ensemble de ces éléments, à s'adapter, à évoluer au sein de cette société numérique qui est très dynamique, tournée vers l'innovation, qui est en perpétuel renouveau. On parle de régénération technologique. Et en pouvant s'adapter, s'évoluer, mieux comprendre les enjeux de l'inclusion numérique, arriver aussi à développer des nouvelles logiques d'apprentissage, de l'apprendre par l'apprendre, de la logique essai-erreur, qui montrent que rien n'est irréversible aujourd'hui avec le numérique. C'est très inhérent au numérique, mais ce n'est pas forcément inné pour l'ensemble de la population. Et donc, à travers cette dimension d'autonomie, l'individu il va pouvoir, d'une part, développer des usages numériques qui répondent réellement à ses besoins et donc qui vont participer à son bien-être, à une meilleure qualité de vie et donc répondre aux enjeux de l'inclusion numérique. Et d'autre part aussi, pouvoir répondre à l'ensemble des sollicitations de la société numérique aujourd'hui. Donc cette deuxième dimension d'autonomie, elle rejoint vraiment cette dimension d'accès. Mais il y a d'autres éléments aussi qui sont importants à prendre en compte et qui s'éloignent peut-être du contexte numérique, mais qui pourtant sont cruciaux c'est crucial pour parler d'inclusion. Aujourd'hui, quand on se considère comme inclus ou exclu, c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Donc il y a des processus sociaux et de comparaison sociale qui alimentent ce processus d'inclusion numérique. Et ça passe entre autres par l'équité, comme vous l'avez dit, de cette idée de se dire je vais comparer, je vais regarder si j'ai les mêmes moyens, les mêmes possibilités que les autres par rapport à mon profit à moi, mes difficultés, mes faiblesses, mes manques. Et l'idée, c'est qu'il faut que les parcours, les solutions qui sont proposées ne soient pas forcément uniques, mais permettent à chacun, qu'importe son socle de base, d'atteindre les mêmes finalités et les mêmes résultats, les mêmes avantages à terme. Donc cette dimension d'équité, elle est primordiale. Et enfin, il y a une autre dimension qu'on a observée en discutant avec les gens, c'est plutôt ce besoin de reconnaissance, dans le sens où aujourd'hui, dans les discours, on ne peut pas le nier, le numérique est vecteur d'avantages, d'opportunités, d'une meilleure qualité de vie. Et ça, on en entend partout. Donc du coup, l'usager, le citoyen, il va essayer de développer ses usages numériques, d'améliorer son rapport au numérique, vraiment pour se conformer aux attentes de la société et aux attentes sociétales.
Et cela pour combler ce besoin de reconnaissance, justement, parce que aujourd'hui, je suis inclus. Pourquoi ? Je suis inclus parce que j'appartiens à un ou plusieurs groupes de référence, parce que je peux échanger, communiquer, participer. Et pour cela, il faut que l'individu comble ce besoin de reconnaissance. Et ça fait du coup le lien entre tous ces éléments-là qui montrent que finalement les problématiques d'exclusion numérique, elles sont universelles, elles sont transversales, et entre autres parce qu'elles cette inclusion numérique, elle se construit par des facteurs qui sont certes environnementaux, structurels, mais aussi très individuels, très sociaux et très contextuels aussi. Je pense qu'on a tous été, même ici autour de cette table, déjà confrontés à des situations où le numérique, on n'était pas à l'aise avec, on n'arrivait pas forcément à comprendre ce qui était attendu de nous. Et donc l'idée, c'est vraiment que tous ensemble, en effet, ces effets, ces éléments qui sont de nature très différente, soient coordonnés en prenant en compte l'individu, justement, en échangeant avec lui, pour proposer des solutions réellement inclusives sur le long terme, qui permettront vraiment de pallier à cette fracture numérique, d'autant plus dans le contexte actuel. Les problématiques d'estime de soi, ce que vous dites me rappelle beaucoup les travaux d'une sociologue qui s'appelle Dominique Pasquier, qui a travaillé qui a sorti un ouvrage d'ailleurs qui s'appelle l'Internet des familles modestes, et qui a travaillé justement sur beaucoup de questions liées à ce type de catégorie de la population française qui utilise Internet et qui avait des problématiques justement d'estime de soi. Estime de soi, et ce qu'elle identifiait aussi était une différence entre ce qu'une autre sociologue américaine appelle le Digital Production Gap, la différence entre le fait de produire du contenu sur Internet et en consommer. Voilà, je pense qu'il se joue quand même des choses assez importantes. À partir du moment où on va aller reconquérir des personnes sur leur capacité à faire, où les personnes ne sont plus mises à défaut par le numérique, il peut commencer à s'enclencher des choses, des actions. Oui, c'est ça. Il y a cette dimension aussi d'alternative. De certes, le numérique est partout aujourd'hui, mais il faut toujours laisser une porte de sortie, que ce soit pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec, mais aussi pour les gens qui ne veulent pas forcément l'utiliser. Il y en a aussi, et il faut leur laisser cette liberté de choix pour qu'ils puissent avoir au final les mêmes possibilités, les mêmes opportunités, même dans une société qui est de plus en plus numérique. Et en effet, il y a cette distinction aussi des usages, du fait de participer, que ce soit sur les réseaux ou d'être simplement spectateur, d'aller chercher l'information. Donc l'estime de soi joue beaucoup là-dessus, le fait de vouloir faire comme tout le monde, de vouloir rentrer dans ce moule d'usage numérique, et de ne pas pouvoir toujours le faire. Alors des fois c'est pour des raisons totalement externes à soi, il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas la qualité du réseau, on n'a pas les moyens financiers, mais des fois c'est beaucoup plus profond. Il y a cette problématique aussi de la formation, et ça on va revenir dessus, de comment former les gens, alors qu'aujourd'hui le numérique, et c'est le cas pour tout le monde, même pour les plus jeunes, ça a été toujours appris de manière très autonome. On a peu de formation clairement pour nous apprendre à utiliser correctement le numérique. Donc ça fait aussi partie des enjeux des acteurs de la chaîne de valeur de l'inclusion numérique. Oui. Alors, une question qui vient du chat et qui nous est adressée par Elora et Telbert. Les entreprises devraient être, elles aussi, intégrées à ces stratégies d'inclusion numérique, ou est-ce seulement de l'ordre des services publics et des citoyens ? Et une autre question qui, je pense, fera le lien d'ailleurs avec ce que vous allez nous raconter tout à l'heure, Fabien, enfin du moins de votre témoignage. Quelle est la place vous parliez de littératie numérique. Certains parlent aussi de data literacy. Et quelle est la place de cette question ? Alors, la question d'Elora et Telbert est celle de comprendre pourquoi Montpellier mène une politique d'open data pour engager les citoyens dans la Smart City. Quels sont les liens, les connexions qu'on peut faire entre des stratégies open data et des stratégies d'inclusion numérique ? Peut-être c'est une chose qui s'adresse à beaucoup d'intervenants ici. Donc, soit on la traite rapidement, soit on y en vient tout à l'heure, mais effectivement, ce serait intéressant peut-être de faire un lien avec ces stratégies d'ouverture des données, à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles signifient et qu'est-ce qu'elles engagent. Peut-être Monsieur Bellandou sur ça. Alors peut-être juste sur le premier élément de la question, est-ce que c'est du ressort de l'action publique ou les entreprises doivent-elles y participer ? Je pense que le numérique a apporté, quand j'ai évoqué tout à l'heure les changements de posture professionnelle, quelque chose de très intéressant. Finalement, on ne parle plus d'action publique ou d'action des entreprises, on parle d'écosystème. Et à l'intérieur de cet écosystème, on va retrouver l'usager, le citoyen,
l'université, les startups, le monde de l'entreprise et évidemment l'action publique. L'action publique, son rôle va être surtout d'encadrer et de peut-être d'intégrer ou d'inscrire une dimension déontologique, une éthique, des valeurs partagées pour éviter justement de perdre en ligne un certain nombre de publics. Donc j'évoque souvent la notion d'écosystème parce qu'on est vraiment sur une chaîne d'acteurs et je pense que l'interaction entre le monde de l'entreprise, le monde universitaire, le monde de l'action publique, mais les associations aussi et les citoyens en tant qu'acteurs grâce au numérique, on doit veiller vraiment cette cohérence et cette mise en synergie. C'est vraiment un élément important. Pour la deuxième partie, je pense que je laisserai mes collègues intervenir. On l'a évoqué tout à l'heure en attendant le passage en enregistrement et je pense que voilà, je vais laisser les autres intervenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là aussi. Fabien, Léa, est-ce que vous avez, sur les liens entre data littératie, littératie numérique, est-ce que vous avez des choses à partager avec nous dès maintenant? Pour les data, je pense que pareil, il y a des gens plus compétents que moi pour échanger là-dessus. Après, sur la question de littératie numérique, de digital littératie, rapidement, ça fait partie intégrante du processus d'inclusion numérique, mais pour moi, ça vient en amont même du processus. C'est tous les moyens qui permettent justement d'améliorer les compétences numériques. Mais ça reste très théorique dans de la formation et pas forcément dans de la mise en œuvre contextuelle. Donc c'est pour ça que l'autonomie dont je parlais tout à l'heure va plus loin que la digital literacy. C'est un pan, cette littératie, pour une formation plus générale, une acculturation au numérique, comme on entend aussi souvent beaucoup, qui est de comprendre les usages, de comprendre le fonctionnement global, tous les risques que ça comporte aussi. On en parlait tout à l'heure, mais ça, du coup, je laisserai les gens revenir dessus. Merci et merci à tous les deux. Alors Fabien, on va aborder avec vous la stratégie départementale des usages et services numériques du Conseil départemental de l'Hérault. Stratégie qui contient pas mal de volets, dont on a abordé pas mal de choses, pas mal de points ici sur la question des publics en difficulté, comment on fait monter des personnes en autonomie sur les questions numériques. Voir avec vous un petit peu, on souhaitait revenir sur deux points, la place des tiers-lieux dans cette stratégie départementale et la place du développement durable également dans d'un numérique d'intérêt général. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces deux points de la SDUSN 34? C'est un peu compliqué. Hein. Donc là, effectivement, on est en cours d'élaboration au niveau département de la stratégie de développement des usages et services numériques. Aujourd'hui, c'est une stratégie qui fait partie du processus de transition numérique de la collectivité. L'objectif, c'est d'associer cette stratégie de développement usage et services numériques à la stratégie de développement d'aménagement numérique du territoire, avec le déploiement de la fibre là où les opérateurs privés ne se sont pas positionnés. Donc nous, effectivement, on a construit cette stratégie avec 4 objectifs. Un premier objectif qui était déjà de rapprocher l'usager de l'administration, donc faire travailler autour des téléservices, mettre en place tous ces téléservices, de travailler également sur le numérique au service des territoires. Donc l'inclusion numérique n'est pas que pour les personnes éloignées du numérique, mais vraiment un lien à faire avec les territoires. Je vous rejoins également, un de nos 4 objectifs, c'était de travailler sur l'expérimentation. Donc effectivement, avoir le droit à l'erreur par rapport à tout ce qu'on va mettre en œuvre et revenir après sur les expérimentations et voir ce qu'on peut faire, ce qui peut être mis en place, comment on peut œuvrer après à mettre en place des designs de services publics, etc. Donc c'est des choses qu'on appréhende à travers cette stratégie. Et un dernier point également, c'est mutualiser et fédérer l'ensemble des acteurs pour proposer des services pour les territoires, pour les citoyens, etc. Donc cette stratégie qui sera votée la semaine prochaine est vraiment orientée autour de 5 axes. Un premier axe qui est le numérique et l'attractivité du territoire. Le numérique et le développement durable, on y reviendra. Le numérique et la citoyenneté. Donc on pourra peut-être parler des données également parce qu'il y a un gros pan sur l'aspect données. Bon, bien sûr, le numérique et l'égalité d'accès. La promotion des solidarités nous fait partie de notre cœur de métier. Hein. Et ensuite, on a tout ce qui va être... égalité d'accès, j'en ai parlé. Voilà. Donc il y a 5 stratégies en tout. Par rapport au
et la cohésion des territoires. Là, je vais revenir tout de suite. Donc nous, effectivement, on a un objectif de travailler avec les territoires aujourd'hui. Et le travail avec les territoires, c'est vraiment de mettre en œuvre une nouvelle politique publique en faveur des tiers-lieux. Notre objectif à travers ce tiers-lieu, c'est d'accompagner les territoires, de pouvoir proposer des actions, nos politiques départementales au sein des bassins de vie, et de permettre un accompagnement aujourd'hui des porteurs de projets, qui soient associations et également les collectivités qui nous sollicitent aujourd'hui pour financer. Et donc notre objectif au niveau du département, c'est d'accompagner ce réseau, de créer ce réseau de tiers-lieux départementaux, et de pouvoir, à travers ces tiers-lieux, faire de la médiation numérique et accompagner, être au plus près des territoires et des citoyens. À travers ça, on a d'autres actions aussi. C'est faire de Pierre Vivre aujourd'hui, qui est un lieu où il y a la médiathèque départementale et les archives départementales, c'est de faire de ce site un tiers-lieu vitrine là, pour le département, et montrer également notre savoir-faire à tous nos partenaires et nos territoires, au bloc communal, etc. D'autres actions également en faveur des tiers-lieux, qui sont aujourd'hui des actions sur la culture. On aimerait mettre en place une offre itinérante là, sur le territoire, pour toujours être au plus proche là, des territoires. Alors quelle forme ça prendra, je ne sais pas. Ce sera peut-être un bus, des fourgons, ou un dispositif qu'on mettra à disposition des territoires, des structures, des collectivités. L'objectif étant de toujours faire de la médiation numérique, toujours apporter peut-être même de l'innovation avec un Fab Lab itinérant, et mettre ce Fab Lab au service là, des territoires, et travailler également avec toutes nos médiathèques, accompagner là, les personnes dans la lecture publique, et aller un peu plus près des territoires. Également accompagner la jeunesse aussi, et travailler avec l'Académie de Montpellier pour mettre en place des collèges labs au sein des collèges, et aller au plus près de ça. L'objectif à travers ça, c'est également, ça fera la transition vers le développement durable, c'est que ce développement des tiers-lieux, ça nous permet aussi de maintenir une activité sur les bassins de vie. Ça permet également aux citoyens d'être sur leur territoire, et de limiter par exemple les déplacements domicile-travail, et de réduire après tout ce qui rentre en compte nous, pour le département, sur la partie réduction des gaz à effet de serre, et donc travailler sur ces facteurs environnementaux. C'est travailler également au développement, un peu comme la métropole, d'un territoire efficient, pour avoir une connaissance fine du territoire, et la mettre au service là, de l'environnement. C'est travailler également sur l'acculturation des personnes, sur comment s'approprier les éco-gestes, communiquer autour de ces éco-gestes, et de travailler ensuite sur cette partie de mobilité innovante. Aujourd'hui, on espère travailler sur la partie de tout ce qui va être mobilité innovante, en interconnectant là, par exemple, des aires de covoiturage entre elles. Donc ça, c'est les objectifs aujourd'hui qu'on essaye là, de mettre en place. On parlait de la data, on a vraiment un axe aussi sur le numérique et la citoyenneté, où là on rejoint un peu ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est la partie numérique éthique, numérique souverain, la gouvernance des données. On souhaite mettre en place au département un véritable service public de la donnée départementale. Donc l'objectif, c'est de rendre la donnée au citoyen, que le citoyen se l'approprie, que la donnée soit vraiment un bien pour le citoyen, et que derrière ça, nous, on fasse des partenariats avec le privé, pour qu'on puisse, en partenariat public-privé, créer des applications qui soient vraiment destinées à terme au public et aux citoyens, et qui s'approprient que la donnée publique devienne un vrai service pour ces citoyens. On travaille également, une de nos approches aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur un numérique éthique, un numérique souverain. Donc dans ce cadre-là, on parlait des partenariats avec les différents acteurs publics. On va enclencher un travail avec la région et Occitanie Data là, sur le territoire, pour pouvoir travailler sur une déclinaison de la charte éthique, et qu'on mette en place cette notion de tiers de confiance sur les territoires. Et que le département, avec d'autres collectivités, fasse partie de ces tiers de confiance sur lesquels le citoyen pourrait s'appuyer, sur lesquels le public pourrait s'appuyer, les territoires pourraient s'appuyer. Un dernier enjeu pour nous aussi qui est important, c'est d'être au service des territoires, et d'avoir une vraie acculturation au service des élus des territoires, et au service des agents des territoires également,
et de travailler en ce sens sur l'accompagnement, donc pas uniquement des publics en fragilité, mais l'ensemble des publics, l'ensemble des territoires, et vraiment qu'on participe avec les territoires à la transition numérique des différentes collectivités et des différents territoires. Après, bien sûr, on a notre cœur de métier autour de l'inclusion numérique, et on va avoir des travaux qui vont être menés sur la structuration des acteurs de la médiation, qu'ils soient privés, associatifs ou publics, et travailler bien sûr au plus près des personnes éloignées du numérique, avec le déploiement de passes numériques ou d'autres actions qui seront menées directement auprès des administrés, des citoyens et des publics les plus éloignés du numérique. Voilà rapidement la stratégie du département. Merci pour ce brossage rapide de la stratégie départementale des usages des services numériques. Est-ce que je me suis trompé en disant la On dit d'une. Une question qui nous vient du chat de Pascal Guillot, et je crois qu'en fait vous y avez répondu, et le fait d'être ici au sein d'un tiers-lieu de la métropole de Montpellier répond. Il nous posait la question de dire: est-ce que les tiers-lieux de proximité ne sont-ils pas des outils indispensables pour traiter les ateliers dédiés à cette inclusion numérique? Alors ça me permet de faire une transition directe avec Anna Saland, qui est campus manager pour Simplon du côté est occitan. Vous, Simplon, vous êtes implanté pour l'Occitanie ici à Tropisme à Montpellier, mais vous avez également des antennes partout en Occitanie, dans pas mal de tiers-lieux. Et partout en France, oui, bien entendu, mais je parle et même à l'étranger. Ma question, c'est de savoir dans deux choses comment évolue. Alors, Simplon, un petit rappel, c'est quand même un acteur de premier plan de l'insertion professionnelle, de la médiation numérique, puisque depuis 2013, vous formez des demandeurs d'emploi à la question numérique, mais aujourd'hui, vous ne faites pas que ça. Et justement, on voulait vous interroger sur pas le changement de mission, mais du coup, dans votre portefeuille de compétences, qu'est-ce qui évolue, notamment à cause de cette problématique de l'exclusion numérique et aujourd'hui de l'inclusion numérique. Qu'est-ce qui bouge là-dedans? Alors du coup, historiquement, en effet, en 2013, la mission principale de Simplon, c'était de faire justement de l'inclusion par le numérique pour des personnes historiquement, à ce moment-là, hors de l'emploi. Donc l'idée, c'était de former, en fait des publics spécifiques qui peuvent être, par exemple, des personnes primo-arrivantes aussi, ou d'insérer aussi des femmes dans le milieu de la tech, donc dégenrer la tech, avec un objectif d'impact social. Aujourd'hui, le taux de sortie positif, puisque c'est ce qu'on mesure, on va dire, chez Simplon, c'est 75%. C'est-à-dire que sur 100% de personnes qui rentrent dans nos cursus, on a donc des formations qui sont certifiantes et on a donc 63% des personnes qui valident au global et qui potentiellement, pas plus que potentiellement, rentrent dans l'emploi. Et donc à 63%. Et on a des personnes sur le reste, le 12%, qui poursuivent en fait un autre cursus, se spécialisent éventuellement et vont trouver derrière un emploi. Donc on avait ces publics spécifiques hors de l'emploi. Et désormais, en fait, on s'adresse aussi aux personnes en emploi, à différents niveaux, on va dire, à la fois sur de l'acculturation, donc ça peut être sur des nouvelles thématiques assez pointues au final, l'intelligence artificielle, la data justement, et donc démystifier un petit peu tout ça pour des personnes qui seraient sur des fonctions, ça peut être RH ou n'importe quelle fonction, jusqu'à des spécialisations très poussées pour des personnes qui seraient déjà dans des fonctions techniques, dans des DSI, donc ça sur des cursus un petit peu plus longs bien sûr. Donc on a cette problématique-là dans les entreprises. On a aussi une problématique par rapport au Covid aussi, d'acculturer tout le monde et de faire monter en compétence toutes les personnes qui seraient en difficulté par rapport au fait de gérer le distanciel avec tous les outils collaboratifs, les outils numériques qui sont à notre disposition. On a aussi une problématique d'obsolescence des compétences. Il y a certaines fonctions qui évoluent avec le temps et on a besoin de faire monter en compétences, du coup, notamment sur les aspects numériques. On ne se charge que de cela, mais du coup, ces personnes. Et puis, on a enfin des problématiques de reconversion. Donc, il y a des personnes qui sont en emploi à un instant T, mais qui souhaitent complètement changer de métier. Et donc, on les accompagne aussi dans la reconversion. Donc, on a des formats, on va dire, à destination des entreprises et des salariés, du coup, qui peuvent être d'une journée d'acculturation sur l'intelligence artificielle, de l'appropriation des compétences numériques fondamentales, jusqu'à 5 mois en inter-entreprise sur des spécialisations très pointues, sur de la cybersécurité par exemple, puisque c'est des nouveaux enjeux aussi auxquels les entreprises font face. Donc ça, c'est vraiment... on n'oublie pas nos publics spécifiques. D'ailleurs, en fait, il y a une logique. En fait, dans notre accompagnement, maintenant, il y a une logique. Je vais vous expliquer du coup
trois parcours qu'on a en ce moment, par exemple. On a un premier parcours d'ailleurs qui a lieu actuellement, à l'heure où je vous parle, juste à côté dans la halle Tropisme, où on accueille 24 jeunes qui sont décrocheurs ou diplômés non professionnalisés, c'est-à-dire qu'ils sont ni en études ni en emploi. Ils ont entre 18 et 25 ans, donc là ils sont 24, on vient de les sélectionner, on vient de démarrer la promo lundi, donc ils sont tout frais. Et en fait l'idée c'est un programme de 6 semaines où on va leur faire vraiment balayer toutes les compétences numériques fondamentales. Ça va de ouvrir une boîte mail, créer une boîte mail, jusqu'à potentiellement être assez pointu sur des outils collaboratifs. À l'issue de ça, ils auront une certification. Donc ces formations, elles sont totalement gratuites pour eux. Elles ne demandent aucun prérequis technique. C'est juste beaucoup de motivation, parce que le process de sélection est un petit peu assez pointu, mais pas techniquement. Et donc à l'issue de ces 6 semaines, ils auront cette certification, et surtout on va les accompagner sur ces 6 semaines à formuler un projet professionnel potentiellement en lien avec le numérique. Enfin, nous, on va du coup... si c'est dans le numérique, on va pouvoir les accompagner. Si c'est ailleurs, du coup, il y aura d'autres relais. Et à l'issue de cette formulation de projet professionnel, on va être en capacité de les orienter vers la bonne formation dans les métiers du numérique. Donc, soit nous, on a à ce moment-là des formations qui s'ouvrent. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie dans notre calendrier, on va dire, de programmer des choses, des poursuites, on va dire. Et donc, on va être en capacité de leur proposer une suite avec l'apprentissage d'un métier qui les ramènera vers l'emploi. Et on va être en capacité du coup de leur offrir ce genre de cursus. On va être aussi, on travaille en partenariat avec tout un tas d'autres formations, donc on va être aussi en capacité d'aiguiller vers d'autres métiers, d'autres spécialités. Et donc ça c'est vraiment assez intéressant. Ensuite du coup potentiellement on va dire que ces personnes-là rentrent dans un de nos cursus, ou complètement par ailleurs des personnes candidates à nos cursus qui sont un peu plus longs. Typiquement aujourd'hui, pour parler d'une action qui est en cours, on a une école cloud de Microsoft by Simplon, donc c'est un partenariat avec Microsoft. C'est un parcours de 18 mois qui est en fonctionnement aujourd'hui à Castelnau-le-Lez, en pilote, sur toute la France. Et du coup, en fait, ce programme, c'est 6 mois intensifs pour former sur un métier très pointu et très innovant aujourd'hui, qui est sur un profil assez recherché, de développeur cloud. Donc c'est vraiment à la pointe, on va dire. Et l'idée, c'est à l'issue de ces 6 mois, donc mi-juillet, de leur proposer une alternance avec nos partenaires entreprises du bassin montpelliérain, en l'occurrence, TIDS, Exaprint, etc. On a tout un tas de partenaires, des belles startups qui recrutent nos alternants pour 12 mois. L'idée, bien sûr, dans cette idée d'alternance, c'est derrière un CDI ou un contrat, en tout cas, plus pérenne. Et donc, de ramener progressivement ces personnes vers l'emploi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nos profils sont très diversifiés. Parfois, c'est des personnes qui... Alors, quasiment toutes sont passionnées d'informatique depuis longtemps, se sont formées de manière autodidacte avec des MOOC. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui existent pour monter en compétences de manière assez pointue. D'autres ont parfois fait des études d'informatique à la fac, mais n'ont pas trouvé la pédagogie active que nous, on a, qui les rend très opérationnels très vite, en fait. C'est très théorique, algorithmique, etc. Et donc, ça répond moins à leurs besoins d'opérationnalité pour trouver un emploi. Et du coup, on va derrière... j'ai perdu le fil, du coup. Suite à ça, du coup, on cherche des profils très différents. Par exemple, on a une éleveur canin, enfin une éleveuse canine, je ne sais pas comment on dit. On a un restaurateur aussi, on a des personnes qui ont fait l'armée. Voilà, toutes ces personnes ont juste en commun beaucoup de motivation et l'envie d'être sur un métier qui est des métiers en tension, ou en tout cas demain qui seront des métiers en tension, et qui vont pouvoir rejoindre le chemin de l'entreprise, on va dire. Donc, ils sont disponibles à l'alternance d'ailleurs mi-juillet. On a quelques-uns encore qui sont sans entreprise. Et voilà. Et du coup, à côté de ça, donc ça c'est pour les personnes hors de l'emploi, on a mené aussi des actions à la Altropisme notamment, avec des entreprises. Je pense notamment à Enedis, qui nous a confié sur une journée 12 experts de l'énergie, et pas du tout des aspects techniques et numériques. Et vis-à-vis d'eux, du coup, sur une journée, on les a acculturés à ce qu'était l'agilité, donc qui est quand même très présent dans le numérique, le mode de fonctionnement, etc., le mode de travail, mais aussi à l'intelligence artificielle, j'en parlais tout à l'heure, à tout ce qui est chatbot, à tout ce qui est data. Et du coup, voilà, démystifier un petit peu tout ça, voir les enjeux que ça peut avoir sur leur métier aussi demain, et pouvoir potentiellement aussi créer, peut-être pas des vocations, mais en tout cas pouvoir les faire évoluer dans leur métier, dans leur pratique, qui puissent éventuellement demander à leur entreprise d'aller un peu plus loin dans cette dynamique. Et voilà ce qu'on peut être amené à faire. On est aussi intervenu par exemple pour La Poste, où on a formé des facteurs tout simplement pour justement l'appréhension de leurs nouveaux outils de travail, justement comment se servir de ça pour
monter en compétences et être capable demain d'assurer le métier qui évolue en fait. Voilà. Merci Anna, et vous m'offrez une transition parfaite pour notre dernier intervenant qui est Emmanuel Mouton. Alors Emmanuel Mouton, vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes également président du cluster 113, qui est de Digital 113, pardon, qui est un cluster du numérique en Occitanie. Vous allez nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce que ça vous évoque justement, tous ces changements, toutes ces transformations qu'il y a dans les entreprises du fait de cette nécessité de former et d'inclure de plus en plus de public? Alors, beaucoup de sujets là, donc c'est parfait. Donc, je suis ravi, on a énormément de sujets à partager parce que donc, je représente donc, Digital 113, qui est le cluster du numérique, donc des acteurs du numérique, des artisans du numérique en Occitanie. Et on a un peu plus de 350 entreprises quand même, qui sont membres, ça représente un peu plus de 16 000 emplois. Et les enjeux, on les retrouve là, tout ce que vous avez dit, on les retrouve dans nos entreprises. Alors, par quoi commencer? Ça, c'est passionnant. Je vais commencer déjà que nos entreprises en Occitanie, elles sont engagées et elles s'engagent. Et je vais rebondir sur le côté éthique, le côté numérique responsable. C'est déjà le cœur. C'est-à-dire que les entreprises que l'on a dans notre territoire, elles cherchent à donner un sens aussi. Ce n'est pas le tout de faire du numérique, mais elles ont pris conscience qu'il faut un numérique qui est intégré dans son environnement, dans le côté sociétal et dans le côté environnemental. Et c'est une différenciation que l'on veut avoir en Occitanie, qu'on veut avoir en France. Je pense ici au niveau mondial, on a cette petite touche-là française, French Touch, qu'on veut apporter. Donc ça, je pense que ça va driver, ça va orienter, pardon, excusez-moi d'avoir des termes des fois un peu trop numériques, anglais, pour la suite un peu. Donc le numérique responsable, c'est déjà d'avoir des outils qui consomment moins en énergie, où on a une transparence sur la donnée, comment la donnée elle est stockée, où est-ce qu'elle est stockée, à quelle fin elle est utilisée, est-ce qu'elle est revendue. Vous voyez tous ces aspects-là dont vous avez parlé, eh bien, il faut des gens derrière qui sachent le décortiquer, qui sachent donc l'extraire, parce que le numérique est de plus en plus complexe. Et donc on voit qu'il y a des interactions avec tous les environnements, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'outils. Et donc tout ça, il faut arriver à avoir des gens qui ont cette compétence et arriver à mener une clarification pour l'usager. Et là, c'est l'autre aspect qui est pour nous important, entreprise du numérique, c'est qu'on a parlé d'agilité. Et le cœur de l'agilité, d'être agile, d'être itératif, c'est de mettre l'utilisateur. Alors, on parlait d'usager, on parlait de citoyen, nous on parle d'utilisateurs de l'outil numérique et on parle donc beaucoup d'expérience utilisateur. Donc, vous entendez beaucoup parler d'expérience UX, qui est l'expérience utilisateur pour que les outils soient utilisés le plus intuitivement possible par des utilisateurs qui ne sont pas des gens numériques, qui ne sont pas tous formés au numérique. Et au contraire, on n'arrivera pas à les former. C'est de plus en plus complexe. Donc, il faut que ces interfaces homme-machine soient les plus faciles à utiliser pour justement éviter que des personnes qui n'ont pas soit les connaissances, mais surtout qui ont peut-être un handicap, qui ont des parcours de vie qui sont plutôt plus complexes, et donc ne soient pas exclus justement par cette peur de l'outil numérique et cette peur de cet inconnu, de cette capacité, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle donc de cybersécurité, tout ça, ça fait peur, ça peut faire peur, et alors que l'outil, il est là justement pour essayer d'accompagner à avoir des nouvelles solutions et à avoir des avantages. Donc c'est un peu cet aspect-là. Donc nos entreprises ont à cœur ça. Et donc, ils intègrent dans leurs équipes des personnes qui sont dédiées à échanger avec des utilisateurs finaux pour comprendre et de construire et de co-construire avec eux des interfaces et des outils pour que ce soit le plus adapté possible. Alors, on intègre même maintenant des psychologues, des sociologues, des gens qui sont dans l'ergonomie. Donc, on n'est plus dans la technique, on n'est plus dans que le développeur, que la personne qui va gérer la base de données, générer le cloud, les serveurs. Donc, tout ça, on va dire que c'est des aspects techniques, mais l'utilisateur doit complètement l'occulter, ça. Et donc, c'est travailler maintenant l'interface. Donc, ce qui nous amène à l'emploi, finalement, parce qu'on est sur un marché quand même
Alors on a la chance par rapport donc au reste des fois du marché que c'est un emploi qui est tendu quand même, ce marché. C'est-à-dire qu'on a un besoin donc de personnes dans le numérique qui est important. Alors je ne vais pas dire d'informaticiens, je vais parler d'emplois nécessaires dans le numérique, comme je dis là, des gens qui n'ont pas une notion technique, mais qui font cette traduction, qui font cette transformation. Et vous parliez des données, c'est aussi comment une donnée qui ressort d'un outil, d'un capteur qui vient de n'importe où, on arrive à la transformer pour donner du sens, pour donner une aide à la décision, pour donner un accompagnement. Et donc ça, c'est des personnes qui amènent autre chose, qui amènent de la corrélation entre les données, qui amènent donc de la perspective, des indicateurs ou des représentations qui sont plus compréhensibles pour cette donnée. Et donc cet emploi-là, l'inclusion, finalement, c'est d'aller chercher aussi ces emplois, vu qu'on est en tension dans des formations. Donc merci Simplon de former un maximum, mais il faut former encore. On est en manque de personnes. Vous avez dit, on a l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'ergonomie. Et donc là-dessus, l'inclusion, elle a tout son sens d'arriver à intégrer ces entreprises, ces personnes dans le marché de l'emploi et dans les entreprises donc, du numérique. Donc pour ça, on a nos entreprises qui vont au plus près des écoles aussi, alors aux plus jeunes, parce qu'il y a aussi une inclusion sur le marché déjà de l'emploi des personnes qui sont en place déjà, mais c'est d'aller au plus jeunes. Et donc de partir dès le collège, dès les stages de troisième. Donc on a toute une démarche pour que nos entreprises prennent un maximum de jeunes collégiens et de jeunes collégiennes. Donc j'insiste là-dessus parce qu'il faut féminiser, parce que ça apporte une autre vision aussi. Il faut démocratiser cet usage du numérique et on n'a pas assez de sens féminin donc, dans nos entreprises. Donc ça c'est important dès le collège, dès le lycée, donc avec des initiatives comme Startup Lycée, qui est bien connu ici sur Montpellier. Et bien sûr après donc en université, pour intégrer des alternants, pour intégrer des relations avec donc le monde de la formation. Après, je sais pas s'il y avait d'autres questions. J'essaie de balayer. Il y a d'autres questions, mais vous y répondez en fait un petit peu à travers ce que vous nous dites. Il y a plusieurs questions et qui sont sur des sujets assez différents les uns des autres. Il y a une première question qui nous vient donc du chat sur YouTube, de savoir comment le conseil départemental travaille avec la NCT sur le maillage des tiers-lieux localement. Et une question qui découle de ça, qui est de savoir quelles sont les actions qui sont portées conjointement par les trois strates de collectivité, c'est-à-dire mairie, métropole, conseil départemental, on pourrait même élargir, sur les sujets d'inclusion et de data. Est-ce qu'il existe des stratégies communes, à quels endroits elles se retrouvent? Et enfin, une question sur, peut-être à vous directement, Emmanuel Mouton, comment soutenez-vous les startups spécialisées dans le numérique à disposition des aides à domicile? Ça peut s'adresser aussi à vous, monsieur Bérandoz. Et donc voilà, ça c'est un petit peu les questions qui sortent. Alors je vais essayer de répondre à deux questions en même temps, oui. Qui est la data et les startups, et même peut-être trois questions. Enfin bon. Donc on a parlé tout à l'heure d'écosystème. Et ça, c'est un écosystème très important, puisque finalement, on voit qu'il y a des entreprises déjà établies, il y a des startups avec des nouvelles innovations qui sont sur le territoire, qui créent de l'emploi, qui créent aussi donc, des nouveaux usages, qui ont une nouvelle vision aussi donc, de comment on utilise le numérique et comment on peut apporter le numérique aux personnes. Et il y a des collectivités locales. Et donc tout ça, c'est la data qui lie le tout. Et donc, on voit que cet écosystème, il est important d'être bien structuré, bien en phase, parce que l'enjeu de la souveraineté de la donnée, de l'éthique autour de la donnée, de la confiance qui a emmené dans comment cette donnée elle est récupérée, à qui elle est mise à disposition, et le cadre qui peut être apporté aux startups et aux entreprises là-dedans, on a le liant. Et donc c'est important, et je trouve que notre territoire est bien représenté, les acteurs ils sont quand même bien investis et on a la chance finalement d'avoir un terreau qui est fertile pour pouvoir démontrer que c'est possible
et que le numérique peut vraiment apporter une transformation à la société de manière cohérente. Oui, oui, bien sûr. Juste avant, du coup, Anna, et puis ensuite, avoir votre avis, Fabien, sur les connexions entre les trois strates de collectivité. Oui, alors moi du coup j'en rajouterai une justement parce que Simplon, historiquement du coup par rapport à ses activités d'inclusion par rapport à des publics spécifiques, il se trouve qu'on est financé en grande partie justement pour pouvoir proposer des formations totalement gratuites à nos publics par la région Occitanie. C'est une spécificité de l'Occitanie, c'est-à-dire que les autres régions chez Simplon sont moins entre guillemets dépendantes de la région, mais nous dans le cadre du plan régional de formation, en fait on déploie de nombreuses formations. Donc moi sur mon territoire, autant sur l'Hérault, le Gard et l'Aude, mais partout en Occitanie. Et du coup, c'est pour dire aussi qu'à tous les niveaux, il y a une vraie volonté, en tout cas, de faire de l'inclusion par le numérique. Et voilà. Donc j'en profite pour remercier la région aussi de nous accompagner. En partenariat étroit avec eux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le département a mis en place herodata.fr, qui est sa plateforme Open Data. Mais ça vient également d'une politique publique qui a été vraiment initiée par la région aujourd'hui et qui est vraiment une politique publique forte au sein de la région. Et donc, on travaille aujourd'hui sur le portail qui est mis à disposition de la région en marque blanche, justement, auprès du département. Et donc, nous, on utilise cette plateforme-là, où d'autres départements également viennent également contribuer et déployer leur plateforme Open Data au niveau de leur territoire, mais toutes ces informations vont être agrégées à l'échelle de l'Occitanie aujourd'hui, à travers ce portail qui est mis à disposition de la région. Pour revenir avec des autres partenaires, comme la troisième aujourd'hui, on a des liens étroits aujourd'hui, il y a des moissonnages qui se font entre les deux plateformes, donc on est en train nous par exemple sur la plateforme là, du département, on va pouvoir retrouver des informations en temps réel sur les bus, sur les places de parking qui sont disponibles sur le territoire là, de la métropole. On a tout ce territoire-là. On a également depuis une dizaine de jours lancé les mardis de l'open data là, sur le territoire. Donc là, on acculture là, les territoires aujourd'hui. On va faire de l'animation auprès des territoires. On souhaite conventionner avec toutes les collectivités qui le souhaitent pour mettre en place l'open data sur les territoires et que ces collectivités puissent utiliser notre plateforme et qu'on collecte les données et qu'on les mette sur cette même plateforme, qu'on ait également des notions de structuration homogène là, de données qui soient également retransmises et collectées, et agrégées à l'échelle régionale et agrégées ensuite à l'échelle nationale. Donc ça, c'est cet aspect-là. Pour répondre à la première question, qui sont nos relations avec la NCT sur la mise en place des tiers-lieux, aujourd'hui, effectivement, on travaille main dans la main avec la NCT sur la fabrique des territoires, voir comment aujourd'hui on peut accompagner les territoires justement dans cette politique territoriale qu'on souhaite mettre en œuvre, comment les accompagner en termes d'ingénierie, comment accompagner les territoires qui souhaitent porter les projets. Et donc ça se fait forcément en lien avec les territoires, en lien avec la NCT et en lien avec toutes les politiques contractuelles qu'on peut avoir là sur les territoires et qui sont aujourd'hui mises à disposition. Donc on essaye de structurer un peu toute cette offre et de les accompagner également avec notre ingénierie qui soit humaine ou financière et technique. Ce que vous dites me fait penser à un autre indicateur, à un autre outil peut-être qui est différent de celui des places de parking ou des bus qu'on convoque souvent quand on parle d'open data. La préfecture de la région Occitanie a mis au point avec la Mednum et l'ANSA ce qu'ils appellent l'indice de fragilité numérique, qui est un indicateur qui a été construit en région pour mesurer justement la fragilité numérique de certains territoires et justement avoir des actions très ciblées sur certains types de territoires qui deviennent du coup plus ou moins prioritaires pour développer des actions, des stratégies d'inclusion numérique. Donc je pense que hero.data.fr va tout à fait en ce sens et peut contribuer à faire évoluer ce type d'outils en faveur de l'inclusion numérique. Monsieur Bellandou, vous avez peut-être envie de réagir à ça aussi? Oui, réagir très rapidement. Je pense que, on est sur un des enjeux qui pour moi est fondamental, la cohérence. La cohérence, on doit notamment sur des questions de numérique, on doit pouvoir la travailler à différentes échelles. Et je pense que le travail qui est lancé par la région, qui est lancé par le département, par la métropole, par la mairie, nous on essaie de suivre cette injonction, ce vœu
de notre maire président lorsqu'il évoque constamment la notion de gouvernance partagée notamment. Et il est important de pouvoir utiliser justement, vous l'avez dit tout à l'heure, ces questions de différenciation par rapport au territoire, par rapport au public, d'expérimentation, ça c'est nécessaire. Et si sur cette notion de gouvernance numérique, on arrive aussi à permettre aux usagers, aux utilisateurs, aux citoyens de dépasser les frontières administratives, les frontières des compétences, parce que déjà on est dans une complexification, et je pense que la loi qui est discutée nationalement, la loi 4D, a 2D importants et qui rejoignent totalement notre débat, c'est la différenciation et la décomplexification, justement. Et je pense que le numérique nous offre, en tant qu'outil, une occasion formidable de pouvoir permettre aux usagers de passer d'une frontière administrative à l'autre sans s'en rendre compte. Quand on évoque les questions de mobilité, les mobilités douces, le tram, le réseau interurbain, le réseau régional, le réseau national avec SNCF, je pense que l'usager doit pouvoir passer d'une structure de déplacement à l'autre sans se poser de questions de quelle est l'autorité compétente, à qui dois-je m'adresser, etc. Et je pense que cette convergence, et demain peut-être avec un contrat territorial, en tout cas pour ce qui nous concerne, métropolitain autour du numérique, apportera ces solutions de convergence et permettra clairement aux utilisateurs de surfer là, du coup, véritablement sur les possibilités qu'offre cette gouvernance numérique partagée. Merci. Alors, j'ai pas forcément d'autres questions qui sont arrivées sur le chat, si ce n'est Mounir Retaïba qui nous pose la question de savoir s'il existe des outils, des logiciels qui favorisent l'inclusion numérique et si oui, lesquels. Alors, il existe un ensemble d'outils. Alors, peut-être vous pouvez nous en présenter certains ici que vous utilisez peut-être au CCAS. Alors, nous, il y a un outil formidable, parce que tout à l'heure, on parlait de ce positionnement par rapport aux autres, mais par rapport aussi au numérique, le PIX. Alors, je vais utiliser un terme qui est assez intéressant, une start-up d'État qui met en place le PIX et qui vous permet très rapidement de pouvoir situer votre compétence numérique, mais surtout de pouvoir aussi, du coup, évoluer en fonction de vos appétences, en fonction de vos besoins. Et je trouve que c'est vraiment le premier outil. Par la suite, on l'a évoqué tout à l'heure, il va y avoir toute une chaîne d'intervenants, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient du monde des entreprises. Et je pense que le hasard fait qu'il y a 6-7 ans, moi j'ai rencontré une personne qui s'appelle toujours Frédéric Bardot à Paris. Et c'est vrai que je me permets cette réflexion parce que vous aviez une question sur les tiers-lieux, la proximité notamment tout à l'heure. Je pense que le tiers-lieu, c'est pas un lieu, c'est un tiers-lieu. Et qu'un café, qu'une librairie, qu'une entreprise, n'importe quel lieu peut devenir un tiers-lieu. Et je pense qu'il est important lorsqu'on veut agir sur la proximité, et c'est l'état d'esprit que j'avais retrouvé chez Simplon il y a quelques années en arrière, parce qu'elle permettait une mixité des salariés en reconversion, des personnes en recherche d'emploi, des retraités. Et je trouve que voilà, il faut, si on veut être véritablement proche des publics et travailler sur cette proximité, c'est l'état d'esprit et pas le lieu qui doit se matérialiser ou qui doit correspondre à une notion de gouvernance, de partage numérique, etc. C'est un état d'esprit. Et pour nous, en tout cas, en tant qu'acteurs sociaux, on essaie de viser et d'accompagner ces lieux où il y a de l'interaction humaine, de la rencontre, parce que c'est ce qui est générateur des projets, des créations de start-up, etc. Et garder donc cette philosophie. Dynamique de projet, en fait, c'est cette chose-là qui est... Voilà. D'autres réactions de votre part à ce qui a été dit ce matin? Je vois qu'on est en train de m'envoyer d'autres questions. Pour compléter, oui, merci. Donc, j'aime bien cette notion d'écosystème et d'itération. Il est important, et je pense que c'est une évolution aussi qui est forte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à essayer et de ne pas avoir peur de l'échec, justement, parce que c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on prend de l'expérience. Donc on a bien conscience de ça dans le numérique, où on le fait sur les logiciels, mais de le faire à une échelle d'un territoire en expérimentant, ça c'est une force et il ne faut pas avoir peur. Souvent les politiques publiques, des fois on peut peur en disant si j'investis là-dessus et qu'il y a un rejet, ça va être mal perçu. Non, au contraire, cette itération, cette expérience permet déjà d'impliquer les gens et donc de co-construire et d'évoluer. Et ça, je pense que c'est un changement qui est fort de mentalité et on peut le souligner. En tout cas, il faut continuer dans cette voie-là. On ne peut que le préconiser. Ça fait une stratégie
d'inclusion numérique ou une stratégie d'aménagement numérique de territoire, aujourd'hui, ne peut se penser que par itération, par essai-erreur. Elle ne peut plus être descendante comme ça et massive et s'appliquer sans voilà, tout à fait. Numérique, on n'a que l'expérience. Oui, non. Merci, merci à toutes et à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, j'ai une autre question, excusez-moi. J'ai Elora Ethelbert qui nous pose une autre question, qui est celui du milieu universitaire dans les formations, mais aussi dans la recherche. Y a-t-il une forme de soutien pour travailler sur ces questions? Alors, j'ai envie de vous adresser cette question à vous, Léa. Qu'est-ce qu'il en est du milieu universitaire dans les formations, mais aussi dans la recherche? Alors après, je pourrais peut-être pas balayer toute la question, Du côté de mais Montpellier, en on tout voit cas. à travers justement ma recherche, à travers des chaires qui sont créées en partenariat avec la métropole pour travailler sur toutes ces questions d'évolution de la ville vers une ville intelligente, qu'il y a quand même des moyens qui sont mis en place. Alors dans la thématique de la recherche, surtout pour essayer d'avancer sur ces questions, d'être un soutien à toutes les entreprises et les associations qui évoluent sur ce milieu-là. Après, en termes d'enseignement pur, je pense qu'il y a des écoles, il y a des formations qui sont maintenant spécialisées pour les métiers un peu plus techniques. Et après, sur les fonctions plus support ou la compréhension globale de tout ce qu'implique le numérique, il y a des efforts qui sont faits. Je sais que rien que dans les formations marketing aujourd'hui à Montpellier, il y a de plus en plus de cours concernant les sites internet, comment ça se crée, comment ça fonctionne, la visibilité, la sécurité des données. Mais c'est sûr qu'on est sur un survolage face à tous les enjeux et toute la technicité que ça implique. Mais il y a quand même un effort pour essayer d'acculturer, d'évoluer sur ces sujets-là qui en effet étaient il y a encore très peu de temps survolés, voire pas du tout abordés. Et je pense que dans tous les secteurs de formation aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits là-dessus et il y a une envie de sensibiliser les plus jeunes, les étudiants sur ce fonctionnement-là, parce qu'on est bien conscient que qu'importe le métier auquel on se destine, aujourd'hui, interagir avec le numérique fait partie intégrante de toutes les formations et il y a en plus une sorte de pression ou d'attente sur ces nouvelles générations qui sont des générations digitales natives, de maîtriser ces éléments-là. Mais on est justement sur cette idée d'itération, de leur montrer qu'il faut apprendre par l'apprendre, que rien n'est acquis, que tout évolue et qu'en fait c'est de la curiosité, c'est de l'intérêt, c'est se renseigner, aller toujours chercher de l'information et surtout aussi se sensibiliser sur les risques et sur aussi les idées d'apprendre aux autres, aussi à son entourage, à les accompagner. Mais voilà, je pense que j'ai... Formation dédiée uniquement à ces questions d'inclusion et de médiation numérique. En revanche, il y a beaucoup de formations déjà existantes qui sont retravaillées par toute cette problématique-là. Il y a beaucoup d'écoles de travailleurs sociaux qui sont totalement aujourd'hui retravaillées par ces questions-là et qui sont en train de former des premières générations vraiment de médiateurs numériques qui arrivent. Il y a bien entendu tous les métiers du livre, de la documentation qui sont depuis très longtemps concernés par ces questions et qui continuent de former des médiathécaires et des bibliothécaires sur ces questions-là. D'ailleurs, c'est vraiment un peu les premiers de cordée dans cette question de la médiation numérique. Bien souvent, les médiathécaires, les bibliothécaires, les travailleurs sociaux aussi. Et il y a à l'université des filières, notamment je pense aux IUT, qui sont en train de se restructurer ou qui se sont déjà restructurés pour former des médiateurs numériques sur ces questions-là. Donc il se passe des choses au niveau de la recherche, bien entendu. Il se passe aussi des choses. Je pense au groupement d'intérêt scientifique Marsouin qui regroupe Télécom Bretagne, l'Université de Brest, etc., qui travaille beaucoup sur ces questions de l'inclusion et de la médiation numérique. Il y a pas mal de projets de recherche en lien avec toutes ces questions-là. Il y en a beaucoup qui sont en train d'apparaître à la faveur de la crise sanitaire qu'on a traversée. Comment cette crise a impacté tous ces métiers, tout cet accompagnement. Il y a des choses qui existent. Et donc ça, vous pouvez le retrouver dans les carnets NEC notamment. Est-ce que je peux compléter justement sur Bien la sûr, bien recherche, sur l'initiative qui est justement à Montpellier, mais qui est une première en France, qui est le projet HUT, donc qui est quand même, où là, il y a plus de 17 laboratoires de recherche avec des entreprises autour donc de l'habitat connecté de demain. Et donc là, on voit où l'inclusion est importante à essayer d'étudier, puisqu'il n'y a pas d'études. Donc là, c'est de la recherche, bien sûr, sur des capteurs connectés,
technique, mais aussi sur la sociologie, la psychologie, le marketing, l'acceptation. Et donc 17 laboratoires de recherche différents dans les sciences humaines. Il y a aussi le droit pour justement la gestion exactement, des le droit données. pour la gestion donc, de la protection des données personnelles. Donc on voit que la recherche s'intéresse aussi à comment demain est construit et comment on va pouvoir apporter donc des solutions. Donc ça, c'est une initiative soutenue par la métropole de Montpellier sur carrément un bâtiment entier qui est entièrement, alors là c'est des appartements au début, et là on va directement maintenant sur plus de 100 logements qui va permettre donc d'étudier l'acceptation, la transparence, cette confiance, les interfaces, etc., qu'on peut voir. Oui. Il faut que vous répondiez tous les deux, justement. Une autre question qui vient, dit, vous avez parlé d'outils créés en prenant en compte différents publics. Utilisez-vous déjà des outils pour les personnes ayant des difficultés avec la langue française? Et c'est sur des choses-là que je voulais vous faire réagir, en plus, ce que vous aviez à dire. Je pensais au programme Refugeek de Simplon, et bien entendu à des problématiques que vous affrontez quotidiennement dans les CCAS de la ville de Montpellier avec des publics allophones et en difficulté avec le français. Oui, alors on a un programme en effet à destination des primo-arrivants, donc les réfugiés politiques. Et du coup, nous, concrètement, en fait, comme on les a en présentiel, on fait intervenir des professeurs de FOSS et de FLE, donc qui sont des professeurs de français, donc langue étrangère, ou sur objectifs spécifiques, dans un but toujours, notre objectif pour ces publics-là, c'est l'insertion professionnelle. Donc c'est sur des langages, enfin c'est sur des champs de langage justement assez spécifiques liés à leur métier, liés aussi aux démarches administratives d'ailleurs, parce qu'on les accompagne aussi. Simplon, c'est pas que de l'accompagnement sur du développement de compétences techniques, c'est plus globalement sur l'insertion professionnelle et donc sur aussi l'intégration en France, etc. Donc oui, nous, c'est l'outil qu'on utilise, c'est des professeurs de français et de FOSS, de français langue étrangère et de FOSS en renfort dans nos promos. Je voulais juste rajouter par rapport à l'inclusion numérique et par rapport aux thématiques un peu transverses, RGPD, etc., et aux besoins de former les gens là-dessus, c'est que souvent, par exemple, les jeunes se considèrent comme inclus numériquement. Ils ont l'impression d'être nés avec, etc. Sauf que nous, on les sensibilise au fait que ce sentiment-là, il est certainement justifié en partie, mais par contre, qui consomment peut-être mal le numérique ou pas suffisamment dans l'ensemble des potentialités. Et donc, du coup, on vise aussi ça, notamment avec Artis, là, de redonner les bons codes, les bons usages sur les aspects de, justement, protection des données, RGPD, enfin, tout un tas de thématiques, même Green IT, par exemple, aussi. Des bonnes pratiques aussi de consommation, par exemple, de reconditionnement, par exemple, des équipements, parce qu'on se rend compte que c'est ça, par exemple, typiquement, qui génère de la pollution, etc. Donc, toutes ces thématiques-là, en fait, chez Simplon, et j'imagine qu'un peu partout, elles sont distillées aussi en plus, et même sur des populations qui se considèrent compétentes, on va dire, sur ces sujets-là, et qui sont généralement loin du compte. Et, voilà. Et en plus, ces thématiques-là n'arrêtent pas d'évoluer systématiquement. Donc, en fait, on est tous à un moment exclus numériquement. En fait, on a un besoin de formation de tous en continu, en fait, sur ces questions-là. Alors, je voulais réagir sur plusieurs points, donc j'essaie de les remettre en ordre dans ma tête. Sur les outils, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille beaucoup sur la conception universelle. Lorsqu'on vous travaillez sur une simplification, l'usage numérique, on se rend compte quelquefois que l'accès à des sites, et notamment institutionnels, très sincèrement, ils ne sont pas très ergonomiques, ils ne sont pas très faciles. C'est assez compliqué. Donc, travailler à des usages simplifiés, avec des applications très ergonomiques, pictogrammes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aller droit au but. Quand l'usager cherche une information, il faut qu'il puisse y aller directement et ne pas passer par de nombreuses lignes, de nombreux clics, etc. Donc je pense que ça, c'est un élément primordial. Et on l'utilise, notamment, on le teste avec les publics primo-arrivants, dans le cadre de partenariats avec un dispositif, une structure nationale, Accélère, où on travaille l'éducation à la citoyenneté aussi. Vous imaginez quelqu'un qui arrive de l'étranger et qui arrive en France avec notre système administratif, région, département, métropole, commune, les agences de l'État. Bon, il est important de passer par ces outils numériques pour justement vulgariser leur futur environnement institutionnel. Le deuxième élément qui rejoint un peu les questions de mixité des publics ou de conception universelle, c'est que cet outil-là, par exemple, on va l'utiliser pour les seniors aussi. Aller droit au but, encore une fois, ils n'ont pas besoin de toutes les applications, ils n'ont pas besoin de tous les usages, ils ont besoin d'un certain nombre d'outils. Et ça, c'est vraiment
quelque chose de complètement adaptable et on s'appuie énormément sur l'expérimentation. Ensuite, je voulais juste revenir sur un point lorsqu'on évoquait le lien avec la recherche et l'université. Au niveau de la métropole, on a beaucoup travaillé sur les questions de e-santé. On ne l'a pas beaucoup évoqué. La télémédecine de demain va nous amener très rapidement justement à accompagner les citoyens vers de nouveaux usages, de nouvelles relations avec un certain nombre de corps de métier. Et c'est vrai que travailler sous format de consortium avec des startups qui nous proposent des outils qu'on expérimente avec des utilisateurs, des usagers, des citoyens. Ça y est, j'ai intégré la notion d'utilisateur. Elle est pertinente aussi. Nous a permis de déployer des expérimentations, des plateformes. Et je pense que c'est vraiment cet état d'esprit, cette philosophie. Et je suis entièrement d'accord, le droit à l'erreur, le droit à l'expérimentation. On est là pour essayer. On avance dans un monde, et ça a été rappelé tout à l'heure, il y a de l'obsolescence très rapide des connaissances. Dans un monde qui, tout ce que l'on dit aujourd'hui, risque d'être modifié. Si on refait le même exercice dans 2 ou 3 ans, on aura 2 ou 3 ans d'avancée, d'évolution technologique, et il ne faut pas avoir peur à la fois l'espace numérique nous amène à de l'immédiateté et à avoir une gestion temporelle différente. Il ne faut pas avoir peur de l'année qui arrive, des 2 ans qui arrivent, ou des 10 ans sur lesquels on doit se projeter notamment sur des grands aménagements. L'habitat connecté, notamment le transport connecté. Bon, la data va nous permettre de révolutionner, mais encore une fois, avec un énorme encadrement de ce que peut nous apporter le numérique en plus, mais veiller justement au risque de fracture. Encore une fois, le numérique doit rester incarné. Ça, c'est la demande des citoyens. Lorsque vous arrivez dans une institution, une borne interactive ne remplacera jamais une personne qui comprendra vos difficultés, votre état d'urgence, votre situation et vous aiguillera vers le bon outil. Le numérique est un outil, n'est pas une fin en soi. Je pense que ça, c'est un élément important à rappeler. J'aurais pas fait mieux comme mot de conclusion. Mais j'aime assez bien cette idée de regarder la responsabilité des designers d'interface à l'intérieur des phénomènes d'exclusion numérique. Certes, on parle de l'accès, on parle de l'équipement, on parle de la difficulté d'usage de certains, mais je pense qu'il est important aussi de regarder du côté de la responsabilité des services eux-mêmes qui, justement, ne sont pas capables de livrer des sites compréhensibles par toutes et par tous. Et Dominique Pasquier, d'ailleurs, en parlait pas mal de ça dans son livre, que je vous recommande chaleureusement de lire. Alors, sur les questions des solutions qui existent et de services qui existent sur ça, je vous propose de rester en ligne. Je vous remercie toutes et tous pour ces échanges très, très riches. Et je vous propose de rester en ligne pour découvrir un certain nombre de solutions, des pitchs innovants par des chercheurs, par des entrepreneurs, pour justement résoudre ces problématiques dont on a parlé aujourd'hui.